Chapitre 46. Une fois de plus, les Éos furent victimes de leur chance et trouvèrent une nouvelle planète habitée, non loin de la précédente. Apparemment, ce coin de la galaxie regorgeait de vie, mais comme on l'a vu plus tôt, les Éos se méfiaient de cette chance, l'attribuant plutôt aux actes d'une espèce supérieure et inconnue. Une fois de plus, ils eurent l'heureuse surprise de faire la rencontre de mammifères sentients, mais à ce point-ci, ce n'était plus vraiment une surprise. Toutefois, ceux qu'ils rencontrèrent avaient une particularité que les autres n'avaient pas. Cette nouvelle espèce, c'étaient les Selkie. Voyant que la partie terrestre de la planète était dépourvue de toute vie végétale et animale, les Éos s'attendaient à des formes de vie plus classiques et primaires. Lorsque la Terre n'était pas encore habitée, c'était toujours parce que la faune et la flore n'avaient pas eu le temps de s'y développer. Pourtant, la planète en question faisait exception à la règle. En effet, dans le profond océan qui recouvrait la quasi-entièreté de la planète, se trouvait une myriade d'espèces animales et végétales, dont certaines étaient suffisamment complexes pour se fondre dans le décor de la planète des Éos. De la baleine au plancton, en passant par le homard et l'algue rouge, toute la faune et la flore marine terrestre pouvaient être observées dans les eaux de cet océan aux innombrables écosystèmes. Néanmoins, la plus grande surprise n'avait pas encore été dévoilée. Quelques heures après leur arrivée dans l'océan à l'aide de sous-marins faits sur mesure, les premiers Selkie firent leur apparition. Curieux de connaître les nouveaux habitants, ceux-ci s'approchèrent des grandes baies vitrées afin de voir leurs occupants, montrant ainsi une curiosité trahissant leur intelligence. Les vaisseaux des Éos durent donc maintenir leur orbite autour de la planète des mers pendant de nombreux mois, employés à briser l'épaisse barrière de la langue. Contrairement aux Centimanes, les Selkie n'avaient pas de corde vocale similaire à celle des Éos, ce qui leur posa un problème nouveau et nécessita d'importants travaux d'adaptation. Par des dispositifs fabriqués sur le tas, les deux espèces parvinrent à communiquer entre eux avec une efficacité plutôt bonne après 5 mois de dur labeur. Après avoir brisé la barrière linguistique, les Selkie firent part aux Éos de leur philosophie et de leur vision du monde. La vaste culture orale des Selkie fut transmise aux Éos, qui, de leur côté, firent part aux Selkie du mystère de la civilisation perdue. En outre, ils leur parlèrent des autres mondes habités et de l'étrange abondance de primates sentients dans les galaxies voisines. Ce singulier échange prit fin 8 mois après l'arrivée des Éos. Ceux-ci partirent donc de la planète, satisfaits de leur agréable rencontre. En outre, ils apportèrent une dizaine de Selkie dans des cuves d'eau salée, afin qu'ils représentent leur espèce dans le plan qui se tramait secrètement depuis la consultation des Selkie et de leurs savoirs étranges. Ainsi, les Selkie se joignirent aux quelques Centimanes qui se trouvaient sur les vaisseaux des Éos, dans le but de poursuivre le voyage en leur compagnie. Lorsque tout l'équipage fut prêt, la flotte repartit dans l'espace, gardant toutefois la communication ouverte avec les habitants de la planète des mers par un système densible. Chapitre 47. Dans le même système solaire que celui de la planète des mers, se trouvait une seconde planète potentiellement habitable. Son orbite était dangereusement près de sa voisine, la planète des mers, et sa température était donc peu différente. De l'espace, on pouvait apercevoir des masses de végétation verdâtre réparties çà et là, en petits amoncellements que les Éos confondirent avec des forêts. Voyant donc que la vie avait fait son nid sur la planète, les voyageurs stellaires n'eurent aucun doute quant à la présence d'une nouvelle espèce de primates sentients. Jusqu'à maintenant, toutes les planètes habitées qu'ils avaient découvertes sur leur passage avaient donné refuge à une espèce de mammifère qui ressemblait étrangement aux autres. C'est donc avec un optimisme assuré que la navette d'ambassadeurs maintenant occupée par une cuve d'hommes des mers, quelques Centimanes et d'une poignée d'Éos quitta la flotte pour atterrir sur la planète marécageuse. Marécageuse en effet, puisque les Éos eurent rapidement l'occasion de constater que les forêts étaient elles aussi recouvertes d'eau, au même titre que tout le reste de la planète. Ce précieux détail ne pouvait suggérer qu'une chose, la terraformation. Même une planète ne possédant aucune activité sismique ne pouvait atteindre un tel niveau de perfection. Ce fut donc un nouvel élément ajouté à la longue liste de preuves en faveur de l'existence d'une race supérieure, à l'origine d'une conspiration interplanétaire encore inimaginable aux yeux des Éos et de leurs nouveaux compagnons. Toutefois, de nouvelles alliances pouvaient être formées et permettre la création d'une coalition qui viendrait à bout de la question.
C'est dans cette optique que les Éos poursuivaient leur voyage, et cet effort avait déjà été récompensé lors de leur rencontre avec les Selkis, la première espèce qui pouvait réellement rivaliser en intelligence avec eux. Et pour une seconde fois, les Éos furent primés de leurs efforts lorsqu'ils tombèrent sur une ville des Gipans, dissimulée à l'ombre des arbres aquatiques. La rencontre eut lieu cérémonieusement, et les Éos, ainsi que l'homme des mers, traversèrent la ville dans une lente procession, qui eut au fait d'être remarquée par les habitants du coin. Au bout du grand chemin se dressait un étrange palais, entièrement fait de bois, dans lequel résidait l'Égipan qui eut l'honneur d'accueillir les nouveaux venus. Celui-ci se faisait appeler le suzerain, et régnait sur l'entièreté de la planète et de ses habitants dans une sorte d'hégémonie pacifique qui ne semblait nullement être contestée ni revendiquée. Quand vint le temps des présentations, l'Égipan leur sculpta une stèle de bienvenue, tandis que les Éos, confus, tentèrent de communiquer oralement, chose inédite chez leurs hôtes. Pendant un mois, les Éos vécurent dans le palais auprès du suzerain et passèrent tout leur temps à apprendre de l'art de la sculpture. Une fois cette période écoulée, les Éos purent entamer une conversation par l'intermédiaire de la sculpture. En quelques jours, un accord fut établi entre les deux peuples, et le suzerain fut notifié des soupçons qui préoccupaient maintenant l'ensemble des espèces sentientes connues. Les alchimistes de la civilisation des marais soupçonnaient déjà depuis longtemps l'existence d'une race supérieure, ou d'un dieu ayant façonné leur planète. Les informations fournies par les Éos ne rencontrèrent donc aucune difficulté à être acceptées, ce qui écourta le séjour des ambassadeurs. Après 2 mois, les ambassadeurs repartirent à bord de leur navette, vers la flotte spatiale, emportant avec eux 2 représentants de la cour du suzerain des marais. Chapitre 48. Au même moment, dans le vide intergalactique, Etheria et ses corps ondoyants flottaient encore tranquillement. L'univers et ses dimensions astronomiques les empêchaient d'atteindre un système planétaire, et les étoiles n'étaient que de faibles lumières dans un horizon qu'ils ne pourraient jamais atteindre. Malgré tout, Etheria persévérait, car elle ne savait pas encore ce qui pourrait l'atteindre mortellement. Sa durée de vie lui était tout simplement inconnue, ce qui la laissait dans une constante angoisse. Pour l'instant, ses corps ne semblaient perdre ni la souplesse ni de vitesse. Les Éthériens travaillaient ardemment pour se mouvoir malgré l'absence de résultats concrets. Jamais leur force ni leur motivation ne semblaient s'épuiser. Pendant ces longues années, ils avaient lentement fait leur progression à travers le vide intergalactique, même si la galaxie la plus proche était la galaxie naine du Grand Chien, demeurant à 10 000 années-lumière d'eux. Etheria poursuivait son but sans relâche. Lorsque les Éthériens avaient fusionné, leur sort était demeuré le même, puisqu'Etheria gardait l'espoir initial et l'enferma profondément en elle, afin de ne jamais le perdre. Des milliers d'années d'attente l'attendaient encore devant elle. Elle allait donc en avoir encore grandement besoin. Les corps éthériens n'étaient plus que de simples feuilles organiques, ondulant dans le vide de l'espace. Ces feuilles étaient alimentées en énergie par le pouvoir des astres et de leur lumière bienfaitrice. Ainsi, Etheria était comme un système fermé qui ne nécessitait rien d'autre que le vide et la lumière pour survivre. La majorité de cette énergie était employée afin de se rapprocher du but ultime, atteindre la galaxie. Le restant de cette énergie était consacré à l'utilisation de l'intellect d'Etheria. Cette seconde partie de l'énergie utilisée représentait moins du quart de l'énergie recueillie à partir des étoiles distantes. Mais cela était tout de même suffisant pour entretenir un flot de pensée allant à une vitesse supérieure à celle des humains. Depuis la fusion des Éthériens, aucune part d'énergie n'était dépensée pour la communication entre individus. La création d'Etheria avait donc été une optimisation conséquente dans l'emploi d'énergie de l'espèce. La pensée n'était alors qu'un processus linéaire qui n'était obstrué par aucune action futile. La vie d'Etheria était donc un fil prévisible d'événements entièrement causés par son action. Il n'y avait aucune intervention extérieure à l'exception des vents radioactifs et de l'énergie lumineuse. Mais leurs apports étaient prévisibles plusieurs jours à l'avance. Etheria était un voilier aux multiples focs, frappé par les vents radioactifs. À force de filer à travers l'espace par ce moyen de déplacement, elle avait appris à ressentir les vents et leurs arrivées. Les souffles radioactifs augurant une bise chargée étaient tout de suite interprétés et n'avaient plus de secret aux yeux d'Etheria. Ainsi,
la topographie radioactive du vide intergalactique était devenue un simple élément à prévoir et non un obstacle à affronter. C'est donc ainsi que se poursuivit le long périple d'Eteria. Pendant les millions d'années qui suivirent, le génocide accidentel de fœtus humains, Eteria vogua lentement, mais sûrement, dans le vide complet, attendant son arrivée en terre promise. Encore aujourd'hui, Eteria flotte dans l'espace intergalactique, mais maintenant, ce n'est plus qu'un cadavre depuis longtemps inanimé. Au fil du temps, ses carcasses se sont ridées et ses corps se sont fatigués, ce qui contraignit Eteria au repos éternel. Chapitre 49. Pendant ce temps, les Éos continuaient à créer des alliances et à trouver de nouvelles races de la civilisation passée. Leur voyage s'allongeait de plus en plus en raison de son succès. C'est donc pour cette raison que les voyageurs stellaires contactèrent leur planète parent cible, afin de relayer l'équipe de la flotte actuelle. En attendant leur arrivée, les Éos et les nouveaux occupants de la flotte poursuivirent leur voyage en se dirigeant du côté de la planète des glaces, située dans le système planétaire du Soleil. Là-bas, 2 planètes possédaient les caractéristiques d'une planète habitable. Dans les 2 cas, la présence d'êtres sentients n'était même pas une question, non seulement en raison de l'incroyable chance des Éos, mais également à cause des lumières artificielles qui brillaient sur la face de la planète, qui n'était pas éclairée par l'astre du jour. Constatant ce détail avec plaisir, les Éos décidèrent de faire la rencontre des habitants de la planète des glaces en premier. Comme à l'habitude, la navette ambassadrice, maintenant occupée par 3 Centimanes, un Selkie et sa cuve, ainsi que 2 Égipans faute d'espace. L'étrange groupe fit son atterrissage en pleine tempête, là où la population semblait être la plus nombreuse, à la colonie des hommes des glaces et des airs. Cette gigantesque cité, bravant la continuelle tempête, se dressait là, dans toute son immensité. Les Éos avaient vu de nombreuses civilisations durant leur voyage, mais aucune n'avait encore atteint ce niveau d'industrialisation et de démesure. Pire encore, peu de métropoles sur leur planète natale atteignaient ce niveau de gigantisme urbain. Ayant observé la cité par satellite, ils purent identifier le bâtiment qui semblait être celui du pouvoir en place et s'y rendirent une fois arrivés dans la ville. Les espèces sentientes avaient peut-être des cultures entièrement différentes, mais cela n'empêchait personne d'identifier le domaine du souverain, puisque le haut de la hiérarchie était un élément essentiel au développement de toutes les espèces ayant atteint ce point dans leur évolution. Le bâtiment du chef d'État était le parfait symbole du pouvoir, et les ambassadeurs n'eurent pas à le chercher trop longtemps. Une fois entrés, ils firent connaissance avec les 2 espèces habitant ces lieux, dans la plus parfaite union. Les hommes des glaces avaient déjà eu affaire avec une espèce inconnue. En d'autres circonstances, ils se seraient montrés hostiles aux nouveaux arrivants, mais les hommes des airs les avaient adoucis, ce qui permit une alliance aisée, au même titre que l'alliance des Égipans l'avait été. Les hommes des glaces et des airs constituaient une alliance importante, car leur force militaire potentielle, ainsi que leur savoir industriel, n'étaient pas à balayer du revers de la main. C'est donc dans l'allégresse que se termina la rencontre avec les habitants de la planète glacée. Une 12aine de politiciens de chaque espèce vint donc s'ajouter à bord de la flotte des Éos. En outre, les hommes des glaces et des airs préparèrent leurs propres voyages spatiaux afin de déblayer la voie de l'espace et permettre des échanges commerciaux plus amples avec les espèces sentientes des alentours. Bien sûr, ils avaient encore beaucoup à faire avant d'accomplir ce but, mais avec l'aide des Éos, rien n'était impossible. Chapitre 50. Vint alors l'ultime rencontre, la pièce manquante du mystère des mammifères sentients, l'espèce ancestrale et l'itération ultime de l'ancêtre commun, l'homme. Les Éos et les représentants de chaque espèce de l'Alliance intergalactique se tenaient tous face aux vastes fenêtres des vaisseaux, admirant la planète bleue. De cet endroit, la planète des humains était une simple bille marbrée de nuages tourbillonnants. Ne sachant pas encore que cette rencontre fût celle dont ils avaient besoin, la navette d'ambassadeurs se précipita dans l'atmosphère de la même manière que pour tous les atterrissages précédents. La navette perça les nuages diaphanes du ciel pour se fracasser la tête première sur Washington, aux côtés de la Maison-Blanche. Une fois posée, la navette s'ouvrit pour laisser place aux ambassadeurs,
qui se dirigèrent nonchalamment vers l'entrée de l'humble demeure de l'homme le plus puissant de la planète. Après moult négociations avec des subalternes sans importance, l'ambassade put passer et faire la rencontre du président. L'aspect extraterrestre des nouveaux arrivants en repoussa certains, mais une fois les présentations faites, l'ONU prit peu de temps avant d'être contacté et d'accepter une alliance avec les nouveaux venus. Rapidement, tous les humains de la planète apprirent l'existence des nombreuses espèces provenant d'autres planètes. La nouvelle fit fureur, et comme les hommes des glaces l'avaient fait avant eux, de nouveaux programmes spatiaux furent financés dans l'espoir que les humains puissent voler de leurs propres ailes, comme ils l'avaient fait une centaine d'années plus tôt, en allant pour la première fois sur la Lune. De plus, les ambassadeurs eurent au fait de proposer d'amener des humains sur leurs vaisseaux afin de représenter toute la race pour des questions politiques, mais aussi afin d'étudier le corps humain. Après les Éos et les hommes des glaces, l'humanité était l'espèce la plus puissante. Ils furent donc bien accueillis dans l'Union intergalactique. Les ambassadeurs avaient tout de suite montré leur intérêt pour l'anatomie humaine, car contrairement aux autres espèces découvertes, l'humain semblait être entièrement fonctionnel et adapté à son milieu. Cela n'avait pas été le cas pour les Selkie, qui possédaient encore une vue trop faible pour l'environnement marin dans lequel ils évoluaient. Du côté des Égyptiens, leur troisième paire de membres située à l'avant était bien trop rachitique pour être considérée comme finie. Les Sentimans, quant à eux, possédaient encore des organes auditifs, mais ne pouvaient pas les utiliser puisqu'ils ne possédaient pas d'oreilles externes et que la peau à cet endroit était hermétiquement fermée. Chez les hommes des glaces, le problème principal était leur hauteur. Leur planète d'origine était bien plus grosse que celle des autres espèces, et n'était donc pas conçue pour accueillir des êtres aussi grands et imposants. Puis, pour les hommes des airs, la grande question que chacun se posait en les voyant était simple, mais primordiale. Pourquoi avaient-ils des poils et non des plumes? Les plumes facilitaient le vol et permettaient un meilleur maintien de la chaleur, mais ils n'en avaient jamais eu. Avec les Éos, les humains n'avaient aucun défaut de fabrication, ce qui faisait d'eux des êtres à part, qu'il fallait absolument étudier plus en détail. Après l'entente conclue, les ambassadeurs retournèrent au vaisseau avec des représentants des pays les plus importants, ainsi qu'avec des cobayes. Puis, lorsque tous furent à bord, la flotte repartit cette fois-ci pour aller là où toutes les civilisations se rencontreraient, au port spatial de la Coalition. Chapitre 51. À la suite des récentes unions et des nouvelles découvertes, il était certain qu'une puissance extérieure intelligente avait modifié l'ordre des choses pour des buts encore imprécis, mais malveillants par leur flagrant manque d'éthique. L'étude du corps humain effectuée dans les laboratoires de la flotte avait permis de démontrer que les humains étaient à la base de la vie de toutes les espèces sentientes découvertes, autres que les Éos. Leurs ancêtres communs étaient étrangement jeunes et remontaient à moins de 100 000 ans dans le passé. De plus, les espèces animales et végétales étaient toutes les mêmes pour chacune des planètes hébergeant les descendants d'humains. Sur la planète des Selkie, par exemple, presque toute la faune et la flore marine de la Terre pouvaient être identifiées avec certaines nouvelles caractéristiques favorisant leur adaptation à l'environnement local. Sur la planète des hommes des glaces et des airs, les espèces les mieux adaptées au grand froid de la Terre étaient toutes présentes et comportaient elles aussi quelques variantes. Néanmoins, seule la Terre possédait le catalogue complet des espèces, preuve irréfutable qu'elle était la planète d'origine. Les preuves se compilaient donc en grand nombre, et cela n'allait pas en faveur de la race supérieure qui orchestrait le complot. Face à la menace de cette espèce mystérieuse, la nouvelle union des êtres sentients décida de former une coalition dont l'unique but serait de défendre ses membres et leur planète de la menace. Afin d'inaugurer la coalition, les Éos bâtirent le port spatial. Le bâtiment était constitué de deux parties. La première était un cylindre métallique d'1 kilomètre de diamètre, dans lequel se trouvaient les locaux nécessaires à la réunion de la coalition, ainsi que d'une armée, parée à servir au cas où la menace ne coopérerait pas. La violence n'était pas la solution première qu'utiliserait la coalition en cas de rencontre avec l'espèce supérieure. Mais les forces armées n'avaient pas été négligées. Il ne faisait aucun doute qu'une espèce dotée d'une puissance militaire moindrement plus forte annihilerait l'armée de la coalition, car l'histoire avait démontré que la victoire de toute guerre dépendait de la technologie des deux factions.
Ainsi, l'atout principal de la coalition serait le pacifisme, et l'armée ne serait utilisée qu'à un but défensif, bien qu'au fond, le but ultime de la coalition était d'exterminer la race qui leur avait causé tant de malheur. La seconde partie du port, quant à elle, était constituée d'un simple anneau entourant la première partie et servant de port. Les multiples entrées situées sur la partie extérieure étaient des hangars gigantesques, dans lesquels on pouvait faire entrer les vaisseaux des politiciens qui viendraient assister aux réunions, ainsi que les vaisseaux de l'armée. Cette seconde partie était reliée à la première par une douzaine de couloirs, si longs que des trains électriques devaient faire la navette d'une partie à l'autre. Rapidement, le port spatial de la coalition fut rempli de politiciens et d'ambassadeurs de toutes les races, travaillant dans la station de manière permanente. Les hommes des glaces et des airs furent les premiers à rejoindre les Éos. Leur technologie était suffisamment avancée pour faire le voyage de leur planète au port en quelques semaines à peine. Puis les humains vinrent se joindre, 3 mois plus tard, arrivant dans des fusées primitives qui leur valurent de nombreuses moqueries de la part de leurs collègues extraterrestres. Pour les autres espèces membres de la coalition, qui ne possédaient pas les ressources nécessaires à la fabrication d'un vaisseau, les Éos durent s'occuper du transport à leur place, et bientôt, des représentants de chaque espèce furent présents. Chapitre 52. Les années passèrent et les espèces membres de la coalition tissèrent des liens de plus en plus serrés. L'immigration interplanétaire ne cessait d'amener la diversité dans les grandes métropoles de chaque planète. Les 7 espèces étaient représentées dans chaque ville de chaque planète habitée. Si la plupart acceptèrent ce changement sans problème, il y eut aussi de nombreuses personnes un peu plus réticentes, ce qui entraîna un exode vers la campagne et ses équivalents extraterrestres. Les petites villes et les villages semblaient s'agrandir comme le faisaient les métropoles, mais leur population demeurait homogène et hermétique face à la vague constante d'immigration interplanétaire, ce qui contribua grandement au clivage entre le ruralisme et le cosmopolitisme interespèces. D'un autre côté, cette nouvelle alliance intergalactique permit le développement de la technologie pour toutes les civilisations. Chaque espèce semblait s'être spécialisée dans un domaine particulier, et l'expertise de chacun fut transmise de sorte que chacun en ressortit gagnant. Du côté des Éos, l'espèce la plus avancée en matière de technologie, ce fut la domestication de la fusion atomique qui aida le plus. Une source d'énergie aussi facilement exploitable, verte, économiquement viable et sans danger, était un cadeau tombé du ciel aux yeux des autres espèces qui s'empressèrent de l'utiliser. Pour les hommes des glaces et des airs, ce fut leur technique d'exploitation minière qui révolutionna le secteur pour les autres espèces. La machinerie spécialisée était parvenue à un point de perfectionnement tel que le marché de la joaillerie de chaque planète perdit toute sa valeur après quelques semaines. Les humains, quant à eux, concoururent au progrès de la communication et des univers virtuels. L'Internet fut disponible sur toutes les planètes habitées, et les espèces encore inaccoutumées à ce niveau de technologie invitèrent cette invention à bras ouverts. Pour les Centimanes, la situation fut un peu plus différente, considérant qu'ils étaient encore à leur préhistoire lorsque les Éos firent un premier contact avec eux. Toutefois, ils n'en furent pas moins admirés pour leur qualité de chasseurs inégalés et leur musculature imposante, rendant toute tentative d'Olympique intergalactique impossible. Les Égypans, de leur côté, avaient fortement développé l'art de la structure et le travail du bois, ce qui amena un nouveau courant d'architecture qui devint rapidement le style le plus populaire, autant pour les maisons de campagne que pour les gratte-ciels. Finalement, les Selkis amenèrent la philosophie et des religions nouvelles qui furent en vogue chez les humains et les Égyptiens durant de nombreuses décennies. Toutefois, le plus grand avancement pour la nouvelle civilisation qui se formait à partir des 7 espèces était le résultat d'un mélange de technologies, montrant ainsi, une fois de plus, que l'union faisait la force. 2 décennies après la création de la coalition, les laboratoires de Moravik, une ville de la planète des Marais, parvinrent à réinventer la dématérialisation. Alors que les scientifiques les plus éminents de chaque espèce s'étaient réunis afin de créer de nouvelles méthodes de connexion permettant d'accéder aux univers virtuels, ils découvrirent accidentellement un moyen de parvenir à la dématérialisation. Les travaux furent alors redirigés vers la dématérialisation,
et quelques mois après la découverte, le premier homme des mers fut projeté en esprit dans l'univers, voguant dans l'infini tel un spectre invisible. Sa pensée gravita autour de l'univers et plongea en ligne droite dans ces vastes étendues, lançant un signal involontaire qui eut au fait d'atteindre 148 âmes curieuses. Chapitre 53. Les Elohim avaient poursuivi leur voyage en solitaire partout à travers l'univers, fouillant ses plus profonds recoins. Dans ces longues escapades, aucun n'avait découvert ce qu'avait fait Atum. Les quelques systèmes planétaires qu'ils avaient utilisés étaient trop petits, et la vie qu'il avait créée était trop insignifiante pour produire des ondes percevables. Toutefois, lorsque l'homme des mers sortit de son enveloppe corporelle et lança un appel dans l'univers, les Elohim le perçurent et furent grandement apeurés. Le monde dans lequel ils évoluaient depuis des millénaires était devenu une carapace que seuls eux pouvaient pénétrer. C'était un bouclier spirituel contre tout ce qui était matériel, et grâce à lui, la peur avait disparu et les Elohim avaient oublié ce sentiment. Pourtant, lorsque l'homme des mers entra dans leur carapace supposée infaillible, la peur leur revint rapidement à l'esprit. Les Elohim qui étaient endormis se réveillèrent en panique, alertés par les puissantes ondes que dégageait cet être inconnu. En vitesse, ils organisèrent une réunion qu'ils tinrent à des millions d'années-lumière les uns des autres. Voyant leur sanctuaire violé, certains en arrivèrent tout de suite à la conclusion qu'ils allaient mourir. S'ils ne pouvaient pas mourir de vieillesse, le meurtre était encore possible. La pensée pouvait être anéantie par un esprit plus puissant. Face à cette mince possibilité, de nombreux Elohim étaient complètement apeurés, car le temps leur avait permis de voir l'arbre des possibles et toutes ses branches, à l'exception de celles relatives à la mort. La vie leur était connue, mais la mort, elle, n'avait jamais été comprise. L'inconnu demeurait donc la peur ultime, même après tout ce temps. Lorsque l'homme des mers dématérialisé sentit à son tour qu'il n'était pas seul, il fut tout aussi apeuré, mais eut le réflexe de retourner sur Moravik, afin d'alerter ses confrères. Cela ne faisait aucun doute pour lui. Les âmes qu'il sentait étaient celles de créatures que la coalition voulait tant exterminer. Était-ce un pressentiment ou une simple folie infondée? Dans tous les cas, l'homme des mers vit juste. De retour au centre d'où on l'avait dématérialisé, il tenta de communiquer avec ses supérieurs, mais prit de nombreuses journées avant de briser le mur qui les séparait, car il ne savait pas encore comment interagir avec le monde, maintenant qu'il avait un corps nouveau, constitué uniquement de son esprit. Une fois le mur brisé, il s'adressa à ses supérieurs par télépathie et parvint à les convaincre qu'il avait trouvé où se trouvait l'espèce que la coalition maudissait tant. Du côté des Elohim, la réunion qu'ils tinrent furent grandement révélatrices, au détriment d'Atum qui se vit démasqué. Ses actions concernant la création et la modification de formes de vie ne furent pas approuvées par ses collègues, puisque cela les mettait en danger. Ils lui recommandèrent donc de réparer son erreur en éliminant toutes les formes de vie qu'il avait créées. Afin d'y parvenir, Atum réactiva ses robots. Les lumières de la flotte réapparurent et les machines recommencèrent à vibrer. Les robots se levèrent et, appelés par un but nouveau, devinrent animés d'une passion nouvelle, une passion meurtrière. Des troupes nombreuses sortirent des usines de robots, partant en guerre à bord des vaisseaux nouvellement conçus, spécialement pour leur but. Armés jusqu'aux dents, ils partirent par milliers en direction du port spatial de la coalition. Ainsi commença l'ultime croisade. Chapitre 54. Rapidement, la flotte des robots d'Atum fut détectée par les radars de la coalition. Alors qu'ils étaient à quelques mois de leur arrivée, la coalition devait préparer ses troupes. En voyant leurs vaisseaux blindés, il ne faisait aucun doute qu'une guerre allait commencer. Mais cette fois-ci, les enjeux n'étaient pas ceux auxquels les robots s'attendaient. Le but ne serait pas d'éliminer la flotte ennemie, mais bien de la ralentir le plus possible, afin de laisser le temps aux espèces membres de la coalition pour qu'elles parviennent à se dématérialiser à temps. Car depuis l'alerte de l'homme des mers, ses supérieurs avaient eux-mêmes alerté leurs supérieurs, de sorte que tout le monde finit par savoir où se trouvaient les Elohim.
De nouveaux essais avaient été couronnés de succès, et le verdict des éclaireurs était le même pour tous. On avait trouvé les auteurs de la machination, et ils avaient de sinistres intentions envers la création d'Atoum. Cette dernière information avait été découverte par hasard, grâce à la maladresse des Elohim face à une situation nouvelle. Ceux-ci avaient tenu leur réunion à distance, mais leur conversation avait aussi résonné jusqu'aux éclaireurs, qui entendirent clairement tout ce qui fut dit. Sur toutes les planètes habitées, de nouveaux portails menant à la dématérialisation furent bâtis, et l'on commença à évacuer les volontaires, au début peu nombreux. Les gouvernements eux-mêmes étaient réticents à encourager la dématérialisation, en raison de sa nouveauté et de l'inconnu que cela apportait. Les riches actionnaires et les célébrités furent donc les premiers à pousser la dématérialisation et à inviter les gouvernements à prendre part au mouvement. La menace des robots et de leurs flottes imposantes ne pouvait être ignorée, et sa grandeur même témoignait de la puissance de frappe des armes et des troupes qu'elle contenait. De ce côté, les gouvernements faisaient leur part et investissaient des sommes énormes dans l'armée de la coalition. En outre, les forces armées de chaque pays qui en possédaient encore furent envoyées. Les conflits politiques avaient stoppé et tous s'étaient réunis sous une même bannière, la coalition. L'arrivée inévitable des robots était une ombre constante sur la vie quotidienne des gens qui ne s'étaient pas encore dématérialisés. Plus le temps avançait, moins ils étaient nombreux, mais le nombre restait encore bien trop grand. Certains crurent trouver une meilleure solution et décidèrent de fuir les systèmes planétaires habités pour coloniser de nouvelles planètes, là où les robots ne viendraient pas. Les projets ayant cette prémisse abondaient et certains parvinrent à leur but. Les premiers à quitter le monde matériel furent les habitants des villes, là où la société était plus progressiste et ouverte au changement. Rapidement, les commerces fermèrent et les lumières s'éteignirent, laissant derrière les traces d'une grande civilisation. Pour la campagne et ceux qui l'habitaient, le changement n'eut lieu que grâce aux messages de propagande nationaliste et aux encouragements de la part des chefs religieux. La transition était trop lente, et l'arrivée des robots allait se faire avant sa fin. Les militaires restaient encore, attendant impatiemment que la dématérialisation du peuple soit terminée, pour y aller à leur tour. Malheureusement, l'affrontement était inévitable à ce stade, et les robots arrivaient dans moins d'une semaine. Chapitre 55. Une frénésie horrible s'empara des troupes de la coalition. Des bataillons de toutes sortes se formaient, et toutes les tactiques possibles allaient être tentées afin de battre l'ennemi. Si sa force était indéniablement supérieure à la leur, il leur fallait gagner par la ruse. Depuis longtemps, on avait compris que la flotte ennemie était entièrement robotisée, et que toutes ses installations semblaient avoir pour but d'annihiler ses adversaires. En outre, des messages de toutes sortes furent envoyés à l'égard des maîtres et de leurs robots. Des messages physiques ou par ondes, tout avait été projeté vers la flotte des robots, et ceux-ci les avaient reçus. Pourtant, il n'y eut aucun effort déployé pour qu'un message soit envoyé en retour, ce qui démontra que les robots et leurs maîtres n'avaient aucune envie de discuter. Ainsi, la paix n'était clairement plus une option. Quelques jours avant leur arrivée au port de la coalition, un vaisseau d'éclaireurs partit à leur rencontre. Ce premier contact avait pour but de pénétrer la défense du vaisseau principal, causant ainsi la destruction et l'élimination du général qui devait mener les batailles. On ne savait pas si l'espèce sentiente qui se cachait derrière ces robots commandait les actions à distance ou si c'était un robot qui avait la charge de ce rôle. Dans le doute, cette opération suicide fut envoyée. Comme anticipé, la mission se termina abruptement lorsque la flotte de robots repéra les intrus, alors qu'ils étaient encore à une journée de distance l'un de l'autre. L'un des vaisseaux mineurs de la flotte fut envoyé en éclaireur, et de ses entrailles sortirent des robots munis d'armes étranges qui paralysèrent instantanément tous les membres de l'opération. L'échec était complet, mais la coalition savait maintenant qu'il serait possible d'appâter au moins une partie de la flotte afin d'en amoindrir ses rangs pour quelque temps. Et comme le temps était devenu la chose la plus précieuse aux yeux de la coalition, une nouvelle mesure fut prise.
Le temps nécessaire pour compléter la dématérialisation des civils était estimé à une dizaine de jours, tout au plus, ce qui signifiait que la coalition et ses troupes devaient tenir 5 jours à partir de l'instant où les robots arriveraient face au port de la coalition. Afin de ralentir l'arrivée des robots, de nombreux vaisseaux civils, maintenant inutilisés, furent envoyés afin de séparer la flotte. La stratégie était simplement de contourner l'ennemi, pour ensuite mener quelques vaisseaux à sa poursuite, en sens inverse. Une bonne centaine de vaisseaux civils parvinrent à attirer un vaisseau ennemi, mais la flotte robotisée restait titanesque, et il serait impossible de la combattre. Il leur fallait séparer la flotte le plus possible. Alors que 2 jours séparaient encore la flotte de robots du port de la coalition, de nouveaux robots se séparèrent de la flotte. Les généraux de la coalition en furent rapidement informés, et la panique s'installa dans leurs rangs, car ce mouvement semblait illogique. Si la tactique des robots était incompréhensible, cela ne signifiait qu'une chose. La coalition ne parvenait pas à anticiper la tactique de ses opposants. Le seul atout de la coalition était-il perdu? Après de nombreuses heures de questionnement, la destination des vaisseaux ennemis s'étant séparée du reste de la flotte se clarifia, et l'on finit par comprendre que ceux-ci se dirigeaient vers les vaisseaux qui avaient quitté le système afin de fuir la menace de la flotte robotique, quelques semaines plus tôt. Cette découverte fut un soulagement, mais la menace des robots plombait encore sur la coalition. Chapitre 56. L'heure fatidique approchait à grands pas, mais une réussite partielle était encore possible. Les capacités de l'ennemi demeuraient floues, mais il semblait qu'il favorisait la force brute des robots plutôt que la puissance insidieuse de la bombe atomique et de toutes autres armes de destruction massive. La raison de cette omission était un mystère, mais certains croyaient que la vie non sentiente se trouvant sur la planète habitée pouvait être précieuse à leurs yeux. Après tout, il était rare de croiser autant de planètes hébergeant la vie dans un espace aussi restreint. D'autant plus que la vie y était particulièrement complexe, faisant ici de ces quelques systèmes planétaires le coin le plus intéressant de l'univers. 2 jours avant l'arrivée des robots au port, un ultime plan fut approuvé et les troupes de la coalition se mirent en place en conséquence. Le plan était divisé en 2 parties. En premier lieu, il y avait l'affrontement spatial. Tous les vaisseaux militaires étaient mobilisés à cette fin, et une grande partie de l'armée en elle-même allait être employée. La bataille aurait lieu en périphérie des grands centres planétaires encore occupés. Maintenant, il ne restait plus que quelques civils sur la planète des glaces et sur Terre. Bien sûr, il y avait eu quelques complotistes refusant de croire à la dématérialisation. Nombre d'entre eux demeurèrent dans leurs maisons de campagne, agissant comme s'ils ne voyaient pas l'épée de Damoclès au-dessus de leur tête. Malheureusement pour eux, on ne pouvait pas décider à leur place, et la dématérialisation était un choix. Pour ces gens, rien ne put être fait. La deuxième partie de l'armée allait être envoyée en défense terrestre sur les 2 planètes encore habitées. Du côté de la planète des glaces, il restait encore 7 jours avant que tous les volontaires civils soient évacués, tandis que pour la Terre, il ne restait plus que 4 jours d'attente, ce qui signifiait que l'armée devait encore tenir une journée. Par la suite, les militaires se trouvant sur Terre allaient être envoyés sur la planète des glaces afin de garnir les rangs jusqu'à ce que tous les civils de cette planète aient été évacués. Puis le moment fatidique arriva, et la flotte robotique se présenta devant le port spatial de la coalition. Les personnes qui s'y trouvaient encore pouvaient être dénombrées sur les doigts de la main, mais sa destruction fut symbolique. Un objet métallique fut projeté sur le port, causant ici sa destruction. Puis, la flotte se scinda en 2 parties, chacune se dirigeant vers l'une des 2 planètes habitées. Malgré la séparation, la lutte allait être difficile. L'armée spatiale semblait être ignorée de leurs ennemis. Ceux-ci allèrent donc à leur poursuite afin d'empêcher un affrontement terrestre immédiat. Les robots semblaient avoir eu un ordre très clair. Aucun être sentient ne devait être épargné. Le combat fut un carnage. Les troupes de la coalition ne faisaient pas le poids face aux robots, mais ils purent tout de même les tenir à distance des civils pendant 2 jours. Ainsi, les terriens eurent le temps de s'enfuir par la dématérialisation, mais il restait encore 3 jours avant que ce soit aussi le cas sur la planète des glaces. Toutefois,
L'armée de terre tint bon. De lourds remparts avaient été érigés autour des civils, attendant la dématérialisation, ce qui les protégea de l'arrivée terrestre éventuelle des robots. Puis, les 3 jours s'écoulèrent, et les civils furent tous évacués. Malheureusement pour les militaires restants, les remparts furent trop épais pour les laisser entrer. Ainsi, les robots vainquirent l'armée de la coalition, mais il était déjà trop tard. Les membres de la coalition étaient déjà sauvés de la chair. Si ce dernier n'était plus à craindre, leurs âmes demeuraient à découvert, et les Elohim n'étaient pas bien loin. Comme jetés dans la fosse aux lions, la coalition se retrouvait nez à nez avec leur créateur, ce qui allait inévitablement provoquer un affrontement. Chapitre 57. Les Elohim et les membres de la coalition étaient peut-être séparés par des millions de galaxies, mais chacun pouvait sentir la présence de l'autre avec une acuité déroutante. Si les Elohim accumulaient des millénaires d'expérience, ils n'étaient que 148, tandis que la Fédération des espèces sentientes contenait des milliards d'individus. Dans de telles conditions, le nombre l'emporta. Des cris de guerre résonnaient partout à travers l'univers. Dans un tremblement qui frappait les âmes et faisait mouvoir les astres. En réponse à ces cris, des cataclysmes sans nom eurent lieu dans le monde physique. Des tsunamis envahirent les planètes asséchées, les glaces se mirent à bouillir et les étoiles gelèrent. Dans un éclat d'énergie inconcevable, les êtres de lumière de la coalition fusionnèrent, juxtaposant leurs âmes en une masse de savoir pur. Une force d'attraction immense jaillit de cette union, attirant ainsi toutes les autres âmes sentientes qui peuplaient l'univers. Ils s'assemblèrent comme des millions d'yeux, s'unissant en une roue céleste. La lumière aveuglante dégagée par ce phénomène fut envoyée dans la dimension physique, retardant ainsi la fin de l'univers de plusieurs milliards d'années. Même la conservation de l'énergie n'était plus un problème aux yeux de cette entité nouvelle. Les Elohim observèrent cette fluctuation de chaleur et de lumière, ahuris. Des milliards d'années ne leur avaient pas suffi pour trouver comment vaincre l'entropie. Tous ne faisaient plus qu'un. La coalition existait encore, mais ses membres n'étaient plus. Leur individualité s'était dissipée, laissant place à une seule entité, au pouvoir intellectuel dévastateur. C'était une créature immatérielle, dépassant les Elohim en âge et en force. L'âme ancestrale naissait des cendres de l'humanité et de ses multiples incarnations, des Éos et même des grands anciens, formant ainsi un être doté de la mémoire génétique de toutes les espèces sentientes de l'univers. Ayant vaincu la matière et le temps, plus aucune attache ne les retenait dans cet univers déjà trop restreint pour ses ambitions. Les Elohim n'étaient plus que des fourmis, pouvant être écrasées à tout moment, si le tout en avait envie. Dorénavant, la réalité lui appartiendrait. Ainsi, se rappelant des milliers de vies ayant été gâchées par les Elohim, le tout décida de les éliminer, et par le simple pouvoir de la pensée, leurs âmes furent pulvérisées, éclatant comme des ballons. La poussière se mêla aux cendres, et le mélange retourna dans l'univers, flottant au gré de l'espace. Puis, le tout regarda derrière lui. Cet univers avait été son berceau. Chaque vie avait été passée à former le tout. Chaque seconde écoulée avait été récoltée afin de former une mémoire sans limite et une sagesse infinie. Chaque erreur, chaque colère, chaque chagrin, chaque réussite, chaque accomplissement, chaque joie. Maintenant que le tout s'était réuni, les drames personnels, les douleurs et les passions ne portaient plus aucune signification. Le tout était, et cela lui parut suffisant. Regardant à l'horizon au-delà des limites de l'univers, le tout vit l'avenir et le passé. Un passé et un avenir si lointains que l'univers dans lequel il était né n'existait plus ou pas encore. Il vit le potentiel des nouvelles dimensions qui s'offraient à lui. Il vit les vastes étendues qu'il avait encore à explorer. Il vit ce qui se trouvait au-delà de la compréhension sensorielle et fut frappé par la justesse des choses. Le tout regarda son existence encore jeune et pourtant si ancienne. Il pensa à ce qu'il avait subi et à ce qu'il allait faire subir. Il vit que chaque décision avait forgé son être. Il n'était fait que de bien et de mal, mélangés ensemble en une solution grisâtre. Le bien et le mal étaient les uns et les héros qui le composaient.
mais dans ce numérisme aux innombrables chiffres se trouvait un trait intrinsèquement analogique. Le tout était plus que la création dans laquelle il était né. En lui se dissimulait le soupçon de naissance qui dépassait même son propre entendement. Cette chose qui le rendait différent, il ne pouvait ni la comprendre ni la voir, mais il sentait la monumentalité de sa portée, et comprit ses sous-entendus. Puis une voix grave et puissante s'échappa du tout, réverbéra à travers tous les univers, en ces 4 mots. Je suis l'infini.